Bien. Donc, à mon tour, je ne vais pas me défier. Je vais remercier bien évidemment les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité pour deux raisons. D'abord, le plaisir de me retrouver à Lille. Et la seconde raison, le plaisir d'avoir travaillé de concert avec les professionnels qui m'entourent. Et j'ai découvert, ma foi, beaucoup de choses en les écoutant. Et je me suis interrogée sur pas mal de points dans cette loi. Nous nous sommes interrogés conjointement. Et donc, nous allons essayer de tenter, dans le cadre de cette restitution, de vous donner justement le fruit de nos interrogations. Ceci étant précisé que nous n'avons pas souvent les réponses, mais au moins on espère susciter en vous quelques réflexions. Donc, je voudrais d'abord présenter Monsieur François Delbecq, commissaire aux comptes dans les Hauts-de-France, qui a accepté spontanément de nous rejoindre à cette table. Monsieur Laurent Miquel, à ma gauche, administrateur judiciaire chez BMA Administrateur judiciaire à Lille, qui est également membre du Conseil national des AJMJ. Et monsieur Marc Sénéchal, à l'extrémité, mandataire judiciaire au sein de BTSG 2. Île-de-France, dont on rappellera qu'il est l'auteur d'une thèse frappante sur les faits réels de la procédure ou des procédures collectives et qui est également président d'honneur du Conseil national des AJMJ. Donc, comme je vous le disais précédemment, nos échanges ont été particulièrement enrichissants. De nombreuses questions se sont posées. Et même si les réponses sont incertaines, elles permettent de mieux appréhender les nouveaux concepts que les professionnels de l'insolvabilité seront donc appelés à manier. Plutôt que d'évoquer le contexte de la transposition, puisque beaucoup de choses ont été dites, oserais-je dire presque tout a été dit sur ce point, je soulignerai simplement l'enjeu des réformes. Il n'y a pas qu'une réforme, ça a été souligné, mais je voudrais juste le rappeler ici. Il y a quand même 3 réformes et je pense qu'on ne peut pas apprécier la portée de l'ordonnance du 15 septembre 2021 sans se référer aussi à la seconde ordonnance rendue le même jour, qui est sa fausse jumelle, oserais-je dire, relative aux sûretés, et bien évidemment la loi du 31 mai 2021 relative donc à la procédure de sortie de crise. Les objectifs de la réforme sont à la fois économiques et politiques. Alors économique, bien évidemment, on est habitué, la sauvegarde repose sur des objectifs économiques, mais là, il convient de s'attacher à la préservation, et je cite, d'une communauté d'intérêt économique suffisant. Le mot est donc désormais gravé dans le marbre avec l'émergence de ce nouveau concept un peu mystérieux sur lequel les praticiens ici présents vont s'efforcer donc de lever le voile. Objectif politique également, puisque le législateur semble vouloir abandonner la vision manichéenne du droit des entreprises en difficulté, autrefois du droit de la faillite, dans laquelle s'affrontent bien évidemment le débiteur et en face de lui les créanciers. Là, le législateur nous transporte dans un pays idéal, dans un monde idéal, je ne vais pas dire au pays de oui-oui, mais presque, où les parties prenantes s'intègrent dans la procédure et donc, justement, participent à la procédure et au sauvetage de l'entreprise. En effet, le rapport de présentation de l'ordonnance adoptée, remis au président de la République, insiste, je cite, sur la recherche d'un objectif général d'équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux des débiteurs et garants. Aujourd'hui, donc, le vœu du législateur est de rétablir un équilibre entre les parties prenantes, même si l'ordre des objectifs assignés par la loi n'ont pas été modifiés. On a toujours dans l'ordre sauvegarde de l'entreprise, maintien de l'emploi, apurement du passif. Il faut croire que ces objectifs maintenant sont alignés et ne sont plus donc classés, oserais-je dire, par ordre de priorité. En tout cas, c'est peut-être l'espoir qu'il convient de nourrir. Les nouveaux outils mis à disposition des praticiens doivent donc permettre de concilier l'inconciliable, me semble-t-il. D'une part, les intérêts de l'entreprise, porteuse d'emploi, et d'autre part, ceux de ses partenaires qui sont à la fois ses créanciers, mais aussi les détenteurs de capital, indispensables donc à son développement économique. Ce rééquilibrage est d'autant plus délicat quand on sait que la clé du succès, on l'a évoqué, se trouve dans le cadre des procédures de prévention qui constituent la scène sur laquelle s'opposent souvent créanciers et actionnaires.
Romain Gros, ce matin, citait Sénèque. Moi, je vais me permettre de me référer à Aristote. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, nous a-t-il enseigné. Et donc, je vais maintenant me tourner vers les praticiens, et particulièrement peut-être vers Marc Sénéchal. Pouvez-vous nous donner justement des exemples issus de votre pratique qui témoignent des enjeux que recèle la transposition de cette directive? Oui, bonjour à tous. Merci Véronique. On a préparé cette intervention à plusieurs mains, et dans le cadre de nos réflexions préparatoires, il nous a semblé utile de vous donner des illustrations pratiques, très pragmatiques, très réelles de ce que nous vivons, nous, sur le terrain, au quotidien, et qui peuvent vous donner un angle illustratif de la réforme un peu différent de celui qui consisterait à vous exposer les choses de manière un peu théorique ou un peu littérale. Et lorsque l'on a préparé cette introduction, Laurent et moi, nous disions à Véronique que le terreau dans lequel la directive a grandi, c'est un terreau que nous connaissons bien, puisque nous l'expérimentons quotidiennement ou quasi quotidiennement dans le rapport de force qui s'instaure entre les créanciers, les porteurs de dette, appelons-les comme ça, et les actionnaires dans les procédures de prévention. Et il nous a semblé, Laurent et moi, important de vous expliquer comment se matérialise très concrètement cette lutte intestine qui, dans à peu près tous les dossiers, se dessine entre d'un côté ceux qui ont prêté à l'entreprise et de l'autre ceux qui en sont les propriétaires. Alors vous avez plusieurs catégories d'actionnaires. Vous avez des actionnaires familiaux, privés, appelons-les comme ça. Vous avez des actionnaires professionnels, des fonds d'investissement notamment. Et donc l'approche est souvent très différente. Autant les actionnaires familiaux sont souvent prêts, et j'en parlais avec le président Feldman il y a quelques secondes, à remettre très souvent, très rapidement, dans des proportions très importantes, de la new money, parfois même en equity directement, parce qu'ils sont attachés, parce qu'ils ont une vision entrepreneuriale. Autant les fonds, ça n'est pas du tout cette approche-là. Ils peuvent remettre, mais ils le font toujours, systématiquement, dans un rapport de force, parfois exacerbé, avec les créanciers. Donc vous voyez que la typologie, le profil de l'actionnariat est peut-être très différent, et donc influe sur la physionomie du rapport de force. C'est la même chose pour les porteurs de dette. Vous avez des banques qui sont des institutions classiquement prêteuses, des entreprises, et puis vous avez des fonds qui viennent avec des instruments un peu parfois exotiques et qui, eux, ont des approches un peu différentes. Voilà, un petit peu différentes. Alors, les arguments qu'on s'échange quand on est dans une salle comme celle-là, ils sont simples. Les banques disent aux actionnaires, c'est vous qui êtes les propriétaires juridiques de l'entreprise, vous devez remettre, parce que quand vous gagnez beaucoup, quand vous perdez beaucoup, mais c'est votre entreprise, c'est votre enfant, c'est vous qui devez en assurer le financement. Les actionnaires répondent, pardonnez-nous, ou l'entreprise, pardonnez-nous, mais nous avions compris que les banques étaient là pour financer l'économie, et donc que faites-vous, messieurs les banques, ou mesdames les banques? Et là, les banques répondent, attendez, nous considérons que s'il n'y a pas des efforts très importants opérés par le capital, nous ne pouvons pas supporter même une partie de l'effort en dette, parce que notre dette est d'ores et déjà très exposée. Et donc vient apparaître un concept anglo-saxon quasi systématiquement dans nos négociations, qui consiste à opposer d'un côté la propriété dite juridique, qui est le concept français de détention capitalistique des personnes morales par ses actionnaires, à un concept beaucoup plus économique, bilanciel, de bas de bilan, enfin en tout cas sous les capitaux propres, où les créanciers peuvent, au moment où le combat ou la lutte est exacerbé, jeter dans la salle ou dans la pièce leur propriété économique, en indiquant aux actionnaires qu'ils ne sont pas propriétaires de l'entreprise, mais que ce sont les banques, les prêteurs qui le sont, au motif que les actionnaires ne sont plus dans la monnaie. Et donc, on en vient finalement aux notions et aux principes directeurs de la réforme européenne, qui consiste à appliquer un certain nombre de règles et de tests pour s'assurer que
un certain nombre d'acteurs ne sont pas moins bien traités qu'ils ne seraient dans certaines hypothèses, ou qui prévoient que voilà, un certain nombre de classes de créanciers, par exemple, ne peuvent pas bloquer de manière tout à fait artificielle une restructuration qui ne les concerne pas directement. Ce sont les règles du best interest test ou de l'absolute priority rule. Bon, ça c'est vraiment l'exemple très simple de ce que nous vivons au quotidien. Et dans ce rapport de force, avant la réforme qui nous préoccupe aujourd'hui, ultimement, les choses, finalement, se dessinaient simplement. Soit nous parvenions à trouver un point d'équilibre entre créanciers et actionnaires, parfois au prix d'un combat féroce, épuisant, j'allais dire. Systématiquement épuisant, en fait. Je réfléchissais, mais systématiquement épuisant. Et de manière étonnante, et Laurent, tu me diras si tu partages ce sentiment, toujours avec la politique des petits pas, c'est-à-dire que nous ne sommes absolument incapables d'arriver directement au point d'équilibre. Il faut forcément qu'on se rapproche les uns des autres. Et donc, la discussion qui consiste à dire on part de X, l'autre part de Y, il faut qu'on se trouve au milieu, c'est tout le temps comme ça que ça se passe et on fait tous des pas les uns vers les autres. On n'est pas capable d'aller directement vers le point milieu. Alors, tout le monde l'a à peu près en tête dès le départ. Bon, c'est ainsi. Cette réforme va changer les choses parce que depuis la Recœur Défense, qui est une forme de traumatisme pour les fonds d'investissement anglo-saxons, on a le sentiment, probablement, que le passage en sauvegarde que l'échec de la conciliation pouvait opérer ne sera plus avec un sentiment, j'allais dire, j'emploie des mots un peu forts, mais pour que vous compreniez la violence qui peut parfois s'exercer dans ces réunions, n'est pas une espèce de chantage absolu à une détention capitalistique qui n'en a plus la légitimité, parce que par définition, elle s'impose, grâce aux règles de la procédure collective et à la discipline que celle-ci impose, à la propriété économique, et avec des fonds qui considèrent que la loi française s'impose à eux de manière ultra-violente, sans respecter la réalité économique de l'entreprise, qui est qu'elle est détenue en réalité par ses créanciers. Ce sont des concepts qui sont un peu perturbants pour les juristes que nous sommes, mais qui sont au cœur de nos négociations, la lutte entre propriété juridique et propriété économique étant tout le temps le fruit de nos négociations. Nous parvenons la plupart du temps à le résoudre amiablement, mais pas toujours, et je pense que c'est quand ça n'est pas toujours le cas que la réforme devient extrêmement intéressante. Oui, merci Marc. Alors, bonjour à tous, merci aux organisateurs. J'ai pas grand-chose à rajouter sur la genèse de cette réforme, simplement un point pour compléter ce que vient de vous expliquer Marc. En fait, ce qu'on va devoir bien regarder grâce à cette réforme, et qui était effectivement l'objet des négos que nous avions en amiable, ça va être la notion de valeur. Et cette notion de valeur, elle va être prépondérante puisqu'elle va dicter les créanciers dans le sens où ils sont in ou out the money. Et en fonction de ça, effectivement, je fais un peu de teasing sur ce qu'on va vous expliquer après, ça va quand même avoir ça peut avoir de lourdes conséquences pour les créanciers qui seront out of the money. Alors, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, Véronique. C'est déjà parfait. Très bien. Dans le ça y est, c'est reparti. Donc, dans le cadre, effectivement, de nos discussions, de nombreuses questions se sont posées, qu'il est difficile de traiter dans leur globalité, vous l'avez bien compris, et seulement certains points ont retenu notre attention, tant et si bien que nous allons traiter un petit peu et balayer l'ensemble de la réforme en 3 parties, contrairement à ce qu'on nous habitue d'habitude, mais à ce à quoi on nous habitue. Et donc, nous allons nous arrêter sur un premier point, les dispositions relatives aux praticiens de l'insolvabilité, puisque tel est le thème quand même de cette table ronde, avant de s'attacher bien sûr à l'incontournable, puisque c'est la mesure phare de la réforme, l'instauration des classes de créanciers. Et nous terminerons par un 3e point relatif à l'articulation des procédures collectives et du droit des sûretés, qui est également quand même un incontournable de cette réforme. Alors tout d'abord, dispositions relatives aux praticiens de l'insolvabilité. Un point incontournable, là encore, nous invite à nous pencher sur la présence, oserais-je dire, et ne le prenez pas mal, restreinte des professionnels du chiffre. Ça a été évoqué dans la journée, mais il convient de s'attarder à nouveau sur ce point. En amont des procédures collectives, on l'a vu, il y a le mandat ad hoc et la conciliation qui, semble-t-il, sont porteuses de succès pour restaurer justement la santé de l'entreprise.
Dans le cadre de ces procédures de prévention, le commissaire aux comptes a un rôle essentiel. Le commissaire aux comptes a un rôle essentiel et l'expert comptable a un rôle non négligeable pour 2 raisons. La première est sa proximité avec le chef d'entreprise. La seconde, comme on l'a dit ce matin et cet après-midi, mais il convient de le rappeler, sans compte certifié par l'expert comptable, pas de salut, c'est-à-dire pas d'accès aux procédures. Oserais-je dire, sans parodier un film qui nous a tous fait rire, pas de bras, pas de chocolat, hein. Donc, dans cette perspective, l'expert comptable et le commissaire aux comptes me semblent essentiels pour la réussite des procédures. Or, il n'y a aucune obligation légale d'avoir un expert comptable. Alors, je me suis livrée, monsieur le professeur Vauvillet appréciait tout à l'heure les statistiques. Moi, j'aime beaucoup aussi les statistiques. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé le nombre d'entreprises françaises en France qui ne déposent pas leurs comptes. En revanche, j'ai quand même trouvé le nombre d'entreprises françaises qui n'ont pas d'expert comptable. Il y en a quand même le modique nombre d'1 tiers, ce qui me paraît énorme. Alors, je vous livre mes petits chiffres, hein. 4,5 millions d'entreprises, 3,2 millions d'entreprises qui comportent 0 salarié. Donc, on s'occupe beaucoup depuis ce matin pour quelque chose qui ne sera pas concerné par la réforme. 1 tiers sans expert comptable et il y a 6 300 entreprises en France de plus de 250 salariés, ce qui explique bien sûr le nombre infinitésimal de procédures de sauvegarde avec classe de créanciers qui pourront être ouvertes. Donc ça devrait faire de l'ordre dans les bonnes années de 60 entreprises, dans les mauvaises 30 à peu près. Donc c'est vrai qu'on s'attache à beaucoup de points qui sont passionnants et qui, à mon sens, doivent être mis en exergue. Pourquoi ? Parce qu'on le verra, la sauvegarde accélérée, elle, requiert l'existence de classes. Et donc là, pour le coup, eh bien, ma foi, la réforme a du sens et il convient de s'attarder et de s'attacher justement à cette réforme parce que là, pour le coup, ça concernera toutes les entreprises. Alors, là, voilà. Donc, je voulais revenir justement vers le commissaire aux comptes ici présent, parce que là, justement, j'y le paradoxe. En effet, on assiste depuis plusieurs réformes législatives à la réduction de la présence du commissaire aux comptes dans les entreprises. Ça a été redit ce matin, et il convient de le rappeler ici. Et paradoxalement, on renforce encore plus le rôle du commissaire aux comptes dans l'entreprise. Alors du coup, je m'adresse à vous. Quelle est votre position en tant que professionnel du chiffre sur, non pas le rôle restreint, parce que justement ce rôle est très important, mais sur votre présence de moins en moins courante, on va dire, dans les entreprises françaises? Alors, déjà, merci pour l'invitation. Juste pour préciser, donc, je suis en effet commissaire aux comptes, également expert comptable, donc, ce qui me permet d'avoir les 2 visions. Et j'interviens en plus en accompagnement d'entreprises en difficulté, alors non pas pour faire des IBR, mais pour faire des compréhensions de causes de problématiques stratégiques. Donc j'ai une connaissance du milieu de l'environnement des entreprises en difficulté et également de la posture du commissaire aux comptes. Je rajouterai une petite stat, c'est qu'il y a à peu près 150 000 PME au sens PME et à peu près 60% ont moins de 25 personnes, donc ne répondent pas en effet au seuil en grande partie d'éligibilité d'un commissaire aux comptes. Je rappelle, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4 millions de total bilan et 50 personnes. Alors, la loi de simplification a en effet retiré les commissaires aux comptes sur ces typologies d'entreprises. Moi, j'y vois en fait trois grandes problématiques. La première problématique, c'est que, à mon sens, en fait, il n'y a plus de système de détection des entreprises en difficulté au sens réglementaire, avec une mission indépendante et permanente. Alors, je vais insister sur le sujet de permanence. C'est-à-dire que le commissaire aux comptes a une mission permanente. C'est-à-dire qu'il doit regarder l'entreprise, non pas une fois par an quand il va certifier les comptes de l'entreprise, mais tout au long de l'année. Et un constat qu'on peut faire, c'est que le délai de retournement ou de traitement d'une entreprise en difficulté est long. C'est-à-dire qu'on ne traite pas une entreprise en difficulté en 2 mois ou en 3 mois. C'est souvent 12 à 36 mois en fonction du cycle de vie économique de la boîte. Et donc, ce que je pense, c'est que il faut être en amont et connecté de manière permanente à l'entreprise. Et il y a des entreprises, du coup, qui ont des experts comptables,
ok, mais qui ont des services internes qui gèrent leur comptabilité, voient leurs experts comptables une fois par an, pour ceux qui ont leur expert comptable, pour réviser des comptes, mais ils n'ont pas un conseiller de confiance, je vais appeler ça comme ça, qui vont pouvoir détecter en amont et de manière permanente des difficultés. Je reviendrai après sur la procédure d'alerte et le droit d'alerte, parce que j'ai aussi là-dessus aussi un peu de sujet ou de réflexion, en tout cas à apporter. Le deuxième sujet que je vois, c'est que le commissaire aux comptes permettait pour cette typologie d'entreprise d'avoir une rigueur financière et administrative. En d'autres termes, les sociétés de taille significative sont souvent structurées et ont les services internes pour travailler. Ces sociétés de taille petite entreprise ont rarement, ou en tout cas n'ont pas les moyens de structurer des services financiers à la hauteur de leurs besoins. Or, il faut du pilotage. Et donc, faire ce pilotage-là, aujourd'hui, le commissaire aux comptes, quand il intervenait sur ces tailles d'entreprise, apportait une certaine rigueur de contrôle interne, puisque quand il passait, on devait lui présenter des comptes fiables, arrêtés, lettrés. Je ne vais pas vous faire un cours de comptabilité, mais en tout cas, tout était beaucoup plus rigoureux. Mon inquiétude, c'est que sur cette typologie d'entreprise, au-delà de la difficulté de détecter les problématiques en amont, on se retrouve un peu ce qui avait été dit tout à l'heure sur des entreprises qui arrivent avec des comptes ou des comptabilités qui ne soient plus en état de fonctionnement ou d'analyse. Voilà. Donc ça, c'est mon deuxième écueil sur ces typologies d'entreprises. La troisième, c'est aussi un peu quand même la fiabilité des comptes, puisque ce sont quand même des sociétés qui peuvent avoir des tailles significatives, qui ont quand même un environnement économique important. Il y a des actifs, mais il y a aussi des passifs, de bas de bilan. Et donc la protection des créanciers, on peut aussi se demander si elle est complètement assurée, si personne regarde avec un regard indépendant et certifiant sur la présentation des comptes. Donc ça, c'était pour le premier point. Alors là-dessus, on peut se poser la question de se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Enfin, quelles solutions on pourrait apporter ? Personnellement, alors c'est un avis personnel, à la limite, je vais les mettre. Mais je pense que la loi de simplification pouvait avoir son sens sur des sociétés qui sont ce qu'on va appeler in bonis, avec des gros fonds propres, c'est-à-dire sans problématique et sans indicateurs financiers déstructurés. On peut se poser la question de se dire, est-ce que finalement, il ne peut pas y avoir des interventions ou des missions spécifiques en fonction d'indicateurs et de seuils ou d'indicateurs plus économico-financiers, qui seraient, je vais dire, synonymes de probabilité de problématiques ou de difficultés dans un horizon certain. Voilà, je ne sais pas le définir, mais quand on regarde les seuils, on parle de chiffre d'affaires, on parle de total salarié, on parle de total bilan. Une société qui a 2,5 millions de fonds propres et 1 million de bas de bilan, ou une société qui a 500 000 euros de fonds propres et 3 millions de bas de bilan, ce n'est pas la même chose. Or, le total bilan fait le même. C'est exactement la même chose. Donc ce sont des indicateurs qui, à mon sens, n'ont pas de sens économico-financier, en tout cas, par rapport à la problématique de difficulté des entreprises. Et donc, or, il existe des ratios. Les ratios bancaires les utilisent, ce qu'on appelle les covenants, par exemple. Et donc, il existe des ratios calculatoires. Et donc, j'ai mis une réflexion, ça n'est qu'une réflexion, de me dire, est-ce que finalement, il ne pourrait pas y avoir une démarche de se dire que c'est une sorte de rating ou une sorte de cotation à définir, à travailler, qui permettrait d'en amont de faire intervenir un intervenant indépendant sur ce type de sujet. Il existe la loi ALP, qui est du coup intervenue, qui me semble être une mission ALP du commissaire aux comptes, qui me semble très bien, mais elle est à l'initiative du dirigeant. On sait que le dirigeant est, malheureusement dans ce type de contexte, dans ce qu'on appelle le déni. C'est un peu comme le malade. Donc le dirigeant qui de lui-même va
dire je veux cette mission, j'aime autant vous dire que j'en vois pas beaucoup. Par contre, je pense que s'il y avait une obligation en fonction des ratings pour devoir intervenir et avoir un diagnostic d'un expert, et la mission ALP rentre exactement dans ce type de critères, c'est-à-dire qu'on enlève au commissaire aux comptes toutes les dispositions, j'allais dire, de matérialité, de formalisation qui sont onéreuses et peut-être non... Enfin, voilà, en tout cas, qui ne vont pas être productives pour le besoin des entreprises en difficulté, je parle bien pour ça, mais d'avoir un diagnostic qui soit précis là-dessus, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être à réfléchir. Donc voilà, moi, mes réflexions sur ces sujets-là. Je peux compléter aussi sur un autre sujet qui était sur la procédure d'alerte, puisque vous en avez parlé. Je vais en parler rapidement. Donc en effet, elle a été renforcée avec la possibilité et l'accélération de l'information auprès du président du tribunal de commerce, que je trouve une excellente chose. J'ai noté qu'il y avait un niveau d'urgence dans le texte. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut que si l'entreprise est dans un niveau d'urgence et que le dirigeant n'a pas pris des dispositions, ne veut pas les mettre en œuvre. Moi, je pense qu'il faut alerter le tribunal de commerce quasi systématiquement, puisque en fait, ça permet déjà de le mettre dans une posture et qu'il comprenne que le tribunal de commerce peut l'aider. Et également sur la procédure d'alerte, je me suis un peu repenché dans les textes pour préparer. Et en fait, quand on lit les textes sur la procédure d'alerte, en tout cas les normes qui nous sont demandées, on parle d'incertitudes significatives. On va parler d'éléments financiers. Et donc là, je m'interroge sur est-ce que la procédure d'alerte ne vient pas un peu trop tard? Et j'ai peur que... Alors, on a une mission pour l'anticiper, je suis tout à fait d'accord. Mais mon constat, alors, parce que ça fait une paire d'années que je fais quand même ce métier, c'est que les procédures d'alerte, j'ai l'impression, on pourra peut-être interroger Monsieur le Président Feldman pour savoir si les procédures d'alerte arrivent proches ou pas d'une situation de difficulté hard. Mon impression est celle-là, et je me demande s'il ne peut pas y avoir plutôt des réflexions d'anticipation sur le traitement des causes des difficultés. Et les causes des difficultés sont souvent économiques. La finance n'est qu'une conséquence, en réalité. Quand il n'y a plus de cash, quand il y a plein de dettes, quand il n'y a plus de fonds propres, c'est en réalité que le positionnement économique n'est pas bon, ou alors que le modèle économique n'est pas bon, ou alors que les méthodes d'exécution opérationnelle ne sont pas bonnes. Et le temps de transformation, c'est 12 à 36 mois. Donc quand on arrive 6 mois avant, on tire l'alerte, la sonnette d'alarme, ou 3 mois avant, c'est un peu trop tard. Donc mes réflexions, c'est aussi de me dire, est-ce qu'il ne peut pas exister des procédures, ou une procédure, en fonction de rating, encore une fois, qui permettrait d'essayer aussi d'anticiper ou mettre dans la mission une formation qui permettrait d'anticiper, d'être plutôt dans ce qu'on appelle les indicateurs avancés, et non pas les indicateurs de constat. Ce qui permet de remonter la pente en réalité. Comme ça laisse du temps pour travailler. Donc voilà ce que j'avais un peu à dire. Je fais souvent l'assimilation société en difficulté à un malade. C'est exactement ça en fait. Quand les symptômes sont visibles, malheureusement des fois il est trop tard. Il faut essayer d'aller en amont pour essayer de voir les symptômes moins visibles, mais qui sont, en cherchant, on peut les trouver. Voilà ce que j'avais à dire. Très bien, je vous remercie. Alors effectivement, je rebondirai sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que pendant longtemps, si ma mémoire est bonne, l'alerte déclenchée par le CAC était déclenchée sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Et le législateur est venu modifier justement ce critère pour élargir le champ d'application de l'alerte vers des faits de nature, ce qui permet justement au CAC, ou en tout cas ce qui avait pour but de lui permettre d'agir plus en amont. Il semblerait que la position soit encore à conforter et que d'autres solutions pourraient être apportées. Alors, parallèlement, des modifications ont été également apportées aux missions des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires. En effet, l'ordonnance relève donc des dispositions qui modifient les AJMJ. Et parmi ces modifications, il en est une un petit peu délicate à aborder, et il convient de le faire, de se jeter à l'eau. Il s'agit de la transparence des rémunérations des procédures amiables. Voilà, donc c'est dit. Donc, on va d'abord planter le décor. On sait que les procédures amiables sont efficaces, cela a été dit, en raison de leur caractère négocié,
rapide, confidentielle. De surcroît, il faut quand même également souligner que le chef d'entreprise reste maître de son affaire pendant toute cette procédure, ce qui permet quand même de moins le traumatiser que dans le cadre d'une procédure judiciaire. Comme en matière médicale, puisque vous faisiez la métaphore, la prise en charge du patient dès les premiers symptômes accroît indéniablement les chances de guérison, en l'occurrence le sauvetage de l'entreprise. Afin d'améliorer justement cette prévention et l'attractivité des procédures amiables que sont le mandat ad hoc et la conciliation, le législateur a décidé, alors on va voir si c'est convaincant ou pas, mais a décidé d'en limiter le coût en instaurant une transparence des rémunérations au sein de l'article R611-39-1 du Code de commerce. Alors pensez-vous, je m'adresse aux professionnels et praticiens de l'insolvabilité ici présents, pensez-vous, Laurent, que cet état des rémunérations, cet état de transparence des rémunérations soit de nature à améliorer l'attractivité des procédures amiables? Et on vous attend sur ce point. Oui, merci Véronique pour ce sujet ô combien intéressant. Je suis certain que l'assistance va nous écouter avec attention. Alors le sujet des rémunérations, effectivement, donc on a un nouvel article qui vient nous dire qu'en dans le cadre d'un amiable, l'intégralité des frais supportés par le débiteur, avec l'assistance du conciliateur, doivent être déposés au greffe. Alors moi je m'interroge un peu, je comprends la notion de transparence qui est voulue par ce texte, je m'interroge un peu sur la portée du dispositif, pour deux raisons. Déjà, vous avez bien compris que c'est uniquement déclaratif, c'est-à-dire que le débiteur doit essayer de donner l'intégralité de cette information avec l'assistance du conciliateur, on l'a bien compris. Alors au niveau du conciliateur, il n'y a rien de compliqué puisque l'information est déjà dans les mains du président du tribunal. Donc bien évidemment, cette information, elle sera facilement disponible. Ensuite, c'est les informations de l'ensemble des conseils. Donc la question, c'est est-ce que cette information sera facilement disponible, petit 1 ? Est-ce qu'elle sera disponible au moment de l'accord, puisque vous avez noté que cet état doit être déposé préalablement à un accord constaté ou homologué. C'est une des conditions maintenant de vérification pour que l'accord puisse être constaté ou homologué. Bon, la question que je me pose quand je vous parle, c'est également est-ce que cet état doit être déposé en cas d'échec de la conciliation ? Je ne l'ai pas vu dans le texte. J'ai vu que c'est une condition du constat ou de l'homologation. Je vois la réponse négative de M. Rossi. Finalement, qu'est-ce qu'on veut regarder par là ? On veut regarder si une procédure amiable a coûté cher au débiteur. Je le dis de manière le plus simple possible. Mais si la conciliation est un succès, à la limite, c'est qu'on peut présupposer que les honoraires sont justifiés. Et c'est, à mon avis, en cas de procédure collective subséquente, qu'on peut s'interroger sur non pas le bien fondé de la conciliation, mais sur les efforts qui ont été réalisés dans le cadre de cette conciliation. Donc, et après, la dernière remarque que je veux faire par rapport à cet état, c'est la question, comme on l'a dit, de la transparence. Mais c'est pas parce que après, c'est très personnel. Ce n'est pas parce que vous aurez l'état des frais des conseils, et là j'exclus les AJMJ, dont je rappelle que la rémunération est bien évidemment sous le contrôle du président du tribunal. Ce n'est pas parce que les avocats ou experts comptables, cabinets du chiffre, donneront un état de leur rémunération que pour autant elles baisseront. Parce qu'en fait, il n'y a pas de contrôle sur ces rémunérations, sous réserve des services du parquet, bien évidemment. Alors voilà ce que je peux vous en dire. Après, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus européen, parce qu'on est dans le cadre aussi de l'application d'une directive européenne. Et là, je sais que mon confrère Marc a des choses à vous dire, effectivement, sur le coût de ces procédures en Europe. Donc je vais lui laisser la parole. Sur les frais des procédures amiables qui font couler beaucoup d'encre, qui excitent un certain nombre de nos interlocuteurs, il faut reconnaître une chose, c'est que dans un certain nombre de dossiers de restructuration importants, les honoraires des conseils, entendus au sens large, et on s'inclut dedans, sont parfois colossaux. Parfois colossaux, c'est absolument certain. Dans cette masse d'honoraires, il y a une chose dont je suis absolument certain, c'est que les honoraires des mandataires ad hoc ou conciliateurs représentent une infime proportion. Infime. Alors, il y a une étude au tribunal de commerce de Nanterre qui a été menée par son président, et on n'a pas les dossiers les plus petits de France. En prévention, c'est 6% en moyenne de la masse globale des honoraires engagés par le débiteur dans le cadre des procédures préventives. Sur un sondage relativement et un échantillonnage assez large d'entreprises. Ce qui laisse 94% pour les autres acteurs,
ce qui me semble être un résiduel relativement important. D'une manière générale, et pour répondre à la question de Laurent, les AJMJ français ne sont pas très bien payés en comparaison de leurs homologues étrangers. Le Conseil national avait fait une étude comparative, notamment avec l'Allemagne et l'Angleterre. Je ne parle même pas des États-Unis, ils sont dans un autre monde. Ils sont dans un autre monde. Mais en tout cas avec nos homologues européens, et d'ailleurs parfois nous travaillons avec eux sur des procédures transfrontalières, et donc nous avons accès à leur rémunération. Ils sont quasiment systématiquement beaucoup mieux payés que nous, notamment pour les Allemands. Sur les procédures collectives allemandes, le taux moyen de rémunération d'un professionnel, c'est 40% de l'actif recouvré, en moyenne. 40%. Non mais ce sont les chiffres. En France, vous êtes aux alentours de 15%. C'est ça le taux moyen. Et si vous êtes sur la valeur expertisée, ça monte à 20% en France et vous montez à 26% en Espagne. Donc vous voyez que les professionnels français sont vraiment dans une moyenne plutôt basse, plutôt qu'une moyenne élevée. Bon. Je pense que, et en préparant cette table ronde, on se le disait, je pense que cette relative modération tient au fait que nos rémunérations sont extrêmement encadrées, tant en prévention qu'en procédure collective. Qu'en procédure collective par le barème ou hors le barème, puisque nous passons par le filtre du juge-commissaire, du dirigeant qui émet un avis, du parquet général de la Cour d'appel et du premier président de la Cour d'appel ou de son délégué. Je pense que du filtre ou des filtres vient la modération. C'est ce qu'on se disait dans la préparation. Et je pense que moins il y a de filtres, moins il y a de modération. Alors, comme il n'y a pas de contrôle des honoraires des autres intervenants, il y a probablement moins de modération que pour nous. C'est tout à fait possible. Les mandataires ad hoc et conciliateurs français, ils ont signé avec l'ASPAGE, le Conseil national et l'IFPPC une charte de bonne pratique qui propose le mandat ad hoc de sortie de crise pour des sommes forfaitaires relativement modestes, 1 500 € ou 3 000 € d'honoraires pour des entreprises qui ont jusqu'à 10 salariés employés notamment, et qui se trouveront engagés dans une procédure de prévention pour maximum 3 mois. Voilà, ça c'est l'engagement de la profession. Là aussi, pour servir l'intérêt général, tenter de restructurer dans cette période post-Covid les entreprises qui peuvent l'être dans un cadre amiable pour un forfait relativement modeste d'honoraires. Ça n'engage pas tous les autres acteurs qui pourraient se pencher au chevet du débiteur à ce moment précis. Et notre expérience, pour revenir toujours à la pratique, notre expérience des choses, on va vous la donner très clairement, c'est que quand vous êtes dans un dossier de prévention, vient s'agréger autour du débiteur ses conseils, il en a le choix. Il en a le choix et généralement il négocie des honoraires. Alors, plus ou moins, c'est vrai, parce qu'il y a peut-être parfois une situation de faiblesse, je ne sais pas si le terme est exact, mais en tout cas, il peut se trouver dans une situation où finalement les honoraires sont moins importants que le recours que le dirigeant considère absolument impératif à tel ou tel service. Mais il y a bien pire que ça. Il y a les conseils des créanciers. Les conseils des créanciers. Et les conseils des créanciers, ils sont nombreux. Il y a les banques d'affaires qui peuvent venir servir leurs clients prêteurs dans l'analyse de la situation. Il peut y avoir des IBR concurrents, on le vit de plus en plus. On a des auditeurs concurrents de l'auditeur du débiteur. Et on a les conseils juridiques. Et donc là, vous êtes dans un système un peu choquant dans lequel le client du conseil n'est pas le payeur. Et donc vous avez une consommation d'honoraires qui est totalement incontrôlée, même par le débiteur lui-même. Je ne parle même pas du contrôle externe du tribunal, du parquet ou de qui vous voulez, même par celui qui paye, il n'y a pas de contrôle. Et vous vous retrouvez dans une espèce de chantage absolu où les conseils des créanciers disent « si vous ne nous payez pas, nous arrêtons ». Et les créanciers disent « si vous ne les payez pas, nous ne vous accompagnons pas ». Et je le vis, enfin nous le vivons tout le temps. Pas un peu, c'est tout le temps. Pour des sommes extravagantes, bien supérieures à ce qu'on peut lire parfois. Ça n'a absolument rien à voir. On peut tourner à des millions d'euros par mois d'honoraires, des millions d'euros, hein, et sans que cette espèce d'hémorragie d'honoraires, sans qu'on puisse vraiment l'arrêter. Ça, c'est notre réalité sur les très dossiers. Il faut le dire,
Ça permet juste, nous, de penser qu'on n'est pas les pires. Mais c'est une réalité. On est les meilleurs, c'est ça non, qu'il voulait en tout dire. cas, on est les moins chers. C'est à peu près certain. Oui, on est les moins chers. On est les moins chers. Oui, merci, monsieur le procureur. On est les moins chers et je pense que c'est une première étape. Moi, je pense que c'est une première étape dans une forme de transparence qui va permettre pour le président et pour le parquet au moins d'appréhender la réalité du coût global. Déjà, ça va être, je pense, parfois une surprise. Cette connaissance, donc quitter la confidentialité de ce cercle d'initiés constitué par les professionnels qui gravitent dans les procédures de prévention, va amener un peu de modération peut-être, parce que les choses pourront se savoir. Donc finalement, c'est une première étape. Mais la seconde étape, ce sera un contrôle. Et moi, je me souviens encore en 2014 de négociations à la chancellerie, au bureau, en présence d'un certain nombre d'autres ministères, où on se posait la question de savoir comment gérer les honoraires des conseils des conseils des prêteurs. Je m'en souviens très bien. Et je me souviens qu'on avait atterri sur le 75-25%, qui n'est jamais appliqué. Jamais. Je crois que je n'ai jamais vu de ma vie. Bon. Non, non plus. Et donc cette question, elle existe depuis longtemps parce que dans des dossiers parfois d'importance, même les dirigeants qui ont pourtant parfois l'habitude de dépenser beaucoup d'argent pour leurs conseils sont choqués parce qu'ils doivent payer au conseil de leurs prêteurs. Mais alors, est-ce qu'il faut considérer qu'il vaut mieux aller en redressement judiciaire directement, que ça coûtera moins cher? Ça coûtera beaucoup moins cher, c'est absolument certain. Mais non, mais ça coûtera beaucoup moins cher en honoraires. Ouais. Oui, non, mais après, c'est les conséquences. Provoquant ma question, mais quand j'entends ça, je savais, mais je pense qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que un chef d'entreprise, lui, il veut pas aller en redressement judiciaire, Christophe. Lui, il veut conserver son écosystème et l'intégrité de son écosystème au maximum. Il veut préserver ses fournisseurs et il veut ménager ses clients. C'est ça son objectif. La procédure collective, généralement, est assez destructive pour les fournisseurs et peut parfois l'être pour les clients, la plupart du temps, ce qui signifie pour lui un changement complet de paradigme qui, de toute façon, le fait transiger dans l'intérêt de la procédure de prévention et donc des coûts. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de... C'est un choix c'est le choix de Sophie. Voilà, ils sont obligés d'aller vers la prévention. Il n'y a pas de choix. Alors, peut-être, oui, quelques éléments pour vous donner un peu plus d'informations. On parle ici, et je parle notamment pour les étudiants en fait, on parle ici des quelques dossiers de place qui peut y avoir donc sur la place financière. Après, vous avez tout ce que je vais qualifier les belles PME, c'est-à-dire les sociétés de 100 à 250 salariés, où effectivement on a de la conciliation et on n'est évidemment pas, alors je ne parle même pas des AJMJ, mais je parle des conseils du débiteur ou le conseil des créanciers, ils ne sont pas à plusieurs millions par mois, bien évidemment. Il y a des notions quand même sur la taille du dossier. Pour compléter ce que disait Marc, parce qu'il a évidemment cité cette étude qui a été reprise in extenso d'ailleurs dans le rapport de M. Ricol, hein, comment sont répartis ces honoraires. Effectivement, la petite partie, c'est nous, vous l'avez compris, 6%, et après les 94, vous les divisez par deux. Conseil débiteur, 47%, conseil créancier, 47%. Donc, voilà un peu la masse d'honoraires et comment ils sont répartis. Effectivement, ça fait beaucoup pour un débiteur de supporter le conseil de créancier à qui il demande des efforts. C'est ce que j'allais dire. On sait, la région finance des IBR. Ouais. Ils ne vous entendent pas, Madame Coder. Un micro. Tenez. Rebondir sur ce que disait M. Sénéchal sur les créanciers. Dans les créanciers, donc il y a les banques qu'on trouve de manière générale, mais il y a également les créanciers publics. Et la région, entre autres, finance, elle ne met pas la pression sur les entreprises. Elle peut financer, quand elle croit aussi au modèle économique, des audits, des IBR, des études économiques. Et voilà, c'est important quand même de le noter. Oui, je voulais simplement réagir sur deux points importants que vous avez évoqués. Le premier, c'est
M. Delbecq qui parlait des alertes et il me disait éventuellement je pourrais donner des informations sur la pertinence des alertes que nous recevons des commissaires aux comptes. Alors, je vais vous dire, c'est un peu comme en Normandie, c'est un peu ou pas beaucoup. Il y a beaucoup d'alertes qui arrivent souvent fort tard. C'est-à-dire qu'en fait, on répond aux commissaires aux comptes qu'on est déjà en mandat ad hoc ou en conciliation. Et c'est tant mieux quelque part, ça veut dire que le dirigeant a peut-être écouté son commissaire aux comptes, parce que le commissaire aux comptes, quand il nous envoie son alerte, c'est qu'il a quand même fait l'analyse en liaison avec son client. Donc, c'est une bonne chose. Souvent aussi, on a des alertes de commissaires aux comptes où on n'a pas les préventions qui sont encore en route, et ça nous permet justement d'enclencher la prévention, l'entretien prévention. Donc, ça fait partie des éléments dont je parlais tout à l'heure. C'est dans nos signalements un point important, le non-dépôt des comptes sociaux, plus un commissaire aux comptes qui nous fait une alerte, c'est systématiquement pour moi un envoi à la cellule prévention qui convoque le dirigeant pour savoir ce qu'il en est. Premier point. Deuxième point, par rapport à la transparence des rémunérations en prévention. Plusieurs observations. La première, c'est que je voudrais ici, devant tout le monde, rendre hommage aux administrateurs judiciaires qui travaillent avec le tribunal de commerce de Lille, parce qu'en période difficile, période de gilets jaunes, période de grève due à la réforme des retraites, pour les petites entreprises, j'ai obtenu ce qu'ils n'aiment pas que j'appelle un tarif low cost. J'ai négocié avec eux un tarif low cost pour les petites boîtes pour justement rendre attrayante la procédure de prévention. Et ils l'ont fait. Donc je tenais là-dessus à leur dire bravo. Et tout à l'heure, mon juge-commissaire disait ce serait bien d'avoir des petits administrateurs judiciaires avec des petits honoraires pour des petites sociétés. Alors moi, je veux des grands administrateurs judiciaires avec grandes compétences, mais avec des tarifs adaptés. Si on veut véritablement que la procédure de prévention soit attractive, c'est la première question que me pose un dirigeant lorsqu'il arrive pour sonder le président sur la prévention. Monsieur le Président, combien ça va me coûter tout ça? Et je lui dis souvent, ça va vous coûter le prix pour sauver votre société. C'est la réponse que je fais, mais souvent il me dit, oui, mais combien? Mais je dis, c'est à vous de le négocier. Oui, mais il est marqué que c'est le président qui arrête la rémunération. Je dis, le président, il n'arrête rien du tout. Le président, il signe la convention de rémunération. Il donne des recommandations aux dirigeants. Mais ce n'est pas lui qui va négocier. Je conseille même quelquefois certains dirigeants de faire une étude de marché. Faites un appel d'offres. On n'a pas, nous, à Lille Métropole, qu'un administrateur judiciaire. Et je lui donne la liste de tous les administrateurs judiciaires avec lesquels nous travaillons habituellement. Donc je pense que la modulation du tarif a déjà été bien comprise et je pense qu'il faut que ça se sache pour avancer. Maintenant, sur les frais extérieurs, je dirais, parce qu'effectivement, vous avez raison, les honoraires sont encadrés par les textes en France, probablement beaucoup plus qu'à l'étranger. Mais ce n'est pas parce qu'en Allemagne ou en Angleterre, on a des prix astronomiques qu'il faut que ça le soit en France. Ce n'est pour moi pas un argument. En revanche, comme c'est encadré, nous, les présidents de tribunaux de commerce, sur certaines procédures assez rares, il est vrai, importantes, lorsque ça dépasse 100 000 € pour un administrateur judiciaire et 75 000 pour un mandataire, il n'y a que l'avis du juge-commissaire qui intéresse le tribunal, puisqu'après, ça part au juge taxateur de la cour d'appel, délégué à cet effet par le premier président. Nous n'avons jamais de retour sur ce sujet. Et j'aimerais bien, monsieur le substitut général, magistrat instructeur régional qui est là, pourra peut-être entendre ma complainte, c'est que quand il y a des décisions prises là-dessus, ça nous intéresse de savoir si on a été suivi ou pas. Ça intéresse le juge-commissaire et le président du tribunal. Je vous en remercie, monsieur le procureur. C'est parce que pour moi, c'est important de savoir quel est le retour, en quelque sorte. Je termine par l'intervention des tiers, en quelque sorte, c'est-à-dire tous ces cabinets d'avocats. Et effectivement, on peut avoir des administrateurs judiciaires à certains tarifs horaires, bon, pour les tarifs, les honoraires dits de moyens, où on tourne à certains montants, et où le tarif horaire correspondant d'un avocat important, d'un cabinet international important parisien,
est au minimum à 4 chiffres. Quelquefois, il y a un 1 devant, mais quelquefois, on tourne à 1500 balles de l'heure, aux 1800 € de l'heure. Et là, on est littéralement scotché parce qu'on se demande comment l'entreprise va sortir vampirisée de la sorte, puisque vous n'avez aucun contrôle possible sur le nombre d'heures. On va vous dire, eh bien, pour traiter le dossier, il a fallu X heures. Et moi, j'aimerais bien être tout simplement le secrétaire de ces cabinets d'avocats, parce qu'au vu du prix, je rappelle que nous, on est bénévoles. Hein. Alors, quand on voit les montants, quand il y a une secrétaire qui est payée 150 balles de l'heure, moi, je veux bien être secrétaire. Hein. Je veux bien passer le diplôme à ce prix-là. Et on est effaré de voir ces montants-là, parce qu'ils sont quand même, et vous l'avez dit vous-même, maître Sénéchal, et je vous en sais gré, vous dites ça peut être considérable, ou même effectivement extravagant. Et on se demande comment on va sortir de la prévention. Parce que le problème, il est là. C'est qu'en prévention, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye d'éviter la procédure collective. Vous l'avez dit vous-même, le chef d'entreprise, il veut préserver ses clients, il veut préserver ses fournisseurs, il veut préserver sa boîte et sa trésorerie. Et là, il voit partir des montants absolument astronomiques que personne, au fond, ne contrôle. Alors peut-être que le législateur peut réfléchir à la question. Je n'ai pas de recette miracle dans ce domaine. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse tous à encadrer d'une certaine manière. Parce que vous parliez des avocats des banques. On a pratiquement toujours les mêmes qui reviennent dans la boucle. Hein. On les connaît, c'est des ténors. On a aussi les avocats, par exemple, des fonds de pension anglo-saxons. Alors là, on est dans le paradigme anglo-saxon, c'est-à-dire qu'on est dans des montants qui ne s'arrêtent jamais. Et on se demande comment l'entreprise va en sortir. Je vais vous donner une idée, moi, pour une affaire qui, chez nous, a été importante, où il y avait quand même pas loin de 2000 salariés. Nous avons eu d'abord, avec tout un système de mezzanine, donc on avait une société d'exploitation avec une holding mère, une holding grand-mère et une holding arrière-grand-mère qui était au Luxembourg. Voilà que la holding grand-mère, elle décide de demander l'ouverture d'une sauvegarde. Elle demande l'ouverture de la sauvegarde et puis après, quelques semaines plus tard, elle demande de clôturer la sauvegarde parce que finalement, ce qu'elle pensait être comme des difficultés insurmontables n'ont pas été aussi insurmontables que ça. Et donc, il y a eu sortie de sauvegarde. Il y a un cabinet parisien qui, rien que pour ce dossier-là, en ouverture de sauvegarde et en clôture de sauvegarde, il a demandé 1 800 000 €, payé par la petite fille, l'arrière-petite-fille, bien entendu. Oui, je vous suis tout à fait, d'autant que je le crains. Moi, je ne suis pas fan de cette transparence des rémunérations, pour la bonne et simple raison qu'on a vu que c'était un facteur très inflationniste des rémunérations de dirigeants, dès lors qu'on a décidé la transparence des rémunérations. Donc, je pense que l'encadrement... Voilà, l'encadrement, c'est une bonne chose. Moralement, je trouve que la disposition est plutôt séduisante, mais on sait où conduit la morale économique et on s'est aperçu que les dirigeants ont des rémunérations exorbitantes, encore plus qu'avant. Je crois que tu voulais rajouter quelque chose, Laurent ? Oui. C'est 3 points pour répondre à M. Feldman, mais très rapidement. Le premier, merci pour vos remerciements. Le deuxième, je voyais mon confrère derrière vous qui opinait. Donc, on reviendra naturellement vers vous pour vous parler de ces petits redressements judiciaires de moins de 20 salariés, puisqu'on a compris l'appel du pied, on en est content. Et sur le fond, c'est vrai, en fait, s'il y a une transparence des rémunérations, il faut rappeler que cet état de frais n'est pas normalement communiqué. Il est au greffe, etc. Et il est communiqué au tribunal, parquet. Maintenant, si cette information circule, comme ça peut arriver, il ne faudrait pas effectivement qu'on ait, j'aime pas du tout le terme, mais une course à l'échalote de celui qui facturera le plus. Ou pourquoi moi je facture moins qu'un autre? Est-ce que ça veut dire que je suis moins bon? Et c'est vrai qu'on peut avoir malheureusement cet effet un petit peu pervers qui n'est absolument pas souhaité. Mais c'est un risque. Encore une fois, et là je le rappelle dernièrement pour les étudiants, je rappelle que la rémunération des administrateurs mandataires dans le cadre d'Amiable, c'est une convention de rémunération qui est évidemment communiquée en conciliation au parquet, on l'a dit tout à l'heure au président, mais surtout dans nos conventions, il y a un montant maximum. Donc quand on parle de montant extravagant, nous on est plafonné, pour le dire très... Et ce n'est pas forcément le cas des conseils extérieurs. Très bien. Nous savions que la question des rémunérations allait nous occuper et nous préoccuper quelque temps.
Donc l'avantage, c'est que déjà la procédure de sortie de crise a été pas mal étudiée, ainsi que la procédure de sauvegarde accélérée. Donc je vais me permettre de passer presque outre les questions qu'on avait décidé un petit peu de traiter. Cependant, je voudrais juste m'arrêter quand même un instant sur la procédure de sauvegarde accélérée, parce qu'elle est assez remarquable dans la mesure où l'administrateur judiciaire sera présent de façon impérative. Donc j'aimerais quand même avoir votre sentiment, Laurent, sur justement le rôle qui vous échoit maintenant dans la nouvelle procédure de sauvegarde accélérée où votre présence est impérative. Alors très rapidement, puisque la procédure de sauvegarde accélérée, elle a déjà été présentée par M. Rossi ce matin, par M. Fellman après. Effectivement, en fait, qui dit sauvegarde accélérée désormais, vous avez compris qu'il n'y avait plus de seuil et que les classes de créanciers étaient obligatoires. Donc, pourquoi l'administrateur judiciaire ? Parce que finalement, il y a les classes de créanciers et qu'il incombe à l'administrateur judiciaire de réaliser ces classes de créanciers. Ce que je peux vous en dire, en fait, tout a déjà été dit et ça résonne sur le terme central de ces classes de parties affectées, qu'on vous présentera avec Marc. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très rapide, 2 mois de plus, qu'il y a une conciliation qui est préalable, indispensable. Pourquoi ? Parce qu'en 2 mois, bien, effectivement, il faudra avoir tout prépaqué dans le cadre d'une conciliation. Et que surtout, finalement, la sauvegarde accélérée nouvelle formule, c'est une fusion de la SFA et de la SA ancienne formule, mais vous avez compris que finalement, de 2 procédures, on est devenu à une qui peut avoir 2 variantes. Donc, c'est un peu blanc-bonnet et bonnet blanc. C'est la sauvegarde accélérée dont les classes de parties affectées peuvent être limitées aux seuls créanciers financiers si vous décidez que ce sont les seuls créanciers affectés par votre plan, et donc c'est une résurgence de la sauvegarde financière accélérée, d'une certaine manière. Donc le rôle pour répondre à votre question très rapidement, le rôle de l'administrateur, il est lié finalement à son rôle qui est le plus courant dans le cadre des procédures collectives, quelles qu'elles soient. C'est la préparation ou l'assistance à la préparation du plan, on va dire le tenir la main si c'est en sauvegarde, puisque c'est le débiteur qui le prépare, mais sur la meilleure manière de pérenniser l'activité via la préparation du plan. Alors, alors la nouvelle, j'ai bien compris, Monsieur le Président. Alors, il n'y a plus de seuil, pour le dire très simplement. Donc, si je vous fais une réponse tout à fait juridique et théorique, oui, c'est tout à fait possible. La question, c'est, M. Fellman le disait tout à l'heure, à Lille TCS, 0 SFA, 0 SA. Donc, la question, c'est est-ce qu'on en aura dans la pratique ? Je pense, mais c'est tout à fait personnel, qu'il y en aura beaucoup plus que 0. Je ne sais pas combien. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez le nouveau mécanisme, le fameux cross-class rundown, et ça, c'est quand même une évolution majeure, selon moi, du traitement qui peut être réservé à certains créanciers. En fait, on en privilégie certains, mais certains peuvent être quand même un peu plus abîmés, mais on va y revenir. Alors justement, effectivement, dans cette procédure de sauvegarde accélérée, ce qui la caractérise, c'est que les classes de parties affectées sont obligatoires, quelle que soit justement la taille de l'entreprise. Et donc, par hypothèse, on peut rêver et se dire qu'il y aura justement des petites procédures de sauvegarde accélérée. C'est le deuxième point que l'on va aborder maintenant, justement, sur l'instauration des classes de parties affectées. Donc, elles sont obligatoires dans la procédure de sauvegarde accélérée. Il faut que ce soit bien clair là-dessus. Elles sont optionnelles lorsque les entreprises n'atteignent pas les seuils qui sont fixés par les textes, à savoir 250 salariés et un chiffre d'affaires de 20 millions ou un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Donc, dans les autres cas, il convient de se dire que là, seul le débiteur pourra demander la désignation de classes de parties affectées. La lecture des textes donc oblige les praticiens de l'insolvabilité, donc particulièrement les administrateurs judiciaires, à appréhender donc de nouveaux concepts un petit peu mystérieux que sont la notion de partie affectée ou encore les critères de constitution de classe tels que la communauté d'intérêt économique suffisant,
communauté d'intérêt économique suffisant qui a été retenue par le législateur français, quand la directive invitait à se limiter à communauté d'intérêt suffisant. Pourquoi économique? Ça, c'est une autre question. Mais on voit bien que l'objectif économique est quand même assez prégnant dans la réforme. Alors, on va s'attacher dans un premier temps à cette constitution de classes de parties affectées. Et donc, Laurent, à nouveau, puisque vous êtes administrateur judiciaire, pouvez-vous nous éclairer sur l'interprétation que vous faites de ces nouveaux concepts pour la constitution de classe de créanciers, interprétation quand même qui est capitale, dans la mesure où l'adoption du plan en dépend? Alors, je ne vais pas revenir sur les concepts que vous venez de donner, critères objectifs vérifiables et communauté d'intérêt économique suffisantes, comme le dit le texte. On les a évoqués ce matin, encore une fois, M. Rossi, M. Feldman les ont repris. L'idée, en fait, on a voulu avec Marc essayer d'être le plus pratico-pratique. Donc la question qui se pose, c'est comment on va les classer, ces créanciers. Et le texte, il nous laisse quand même une énorme latitude. Vous avez compris qu'il y en a 3 qui sont indispensables, sous réserve que ces créanciers soient affectés. C'est encore une autre notion, hein, l'affectation d'un créancier par le plan. J'ai mes sûretés réelles, j'ai tous les autres, et j'ai les détenteurs de capital. Voilà, ça, c'est les 3 qui me paraissent indispensables. Après, c'est quelle sous-classe je vais pouvoir créer. Alors on lit le rapport au président sur cette ordonnance, il y en a certaines d'ailleurs qui sont citées. J'ai vu que je pouvais faire des classes avec des créanciers fiscaux sociaux. Bon, j'ai remarqué que le mécanisme de la CCSF était toujours applicable, donc nous l'appliquerons bien évidemment. Et après, c'est quelle sous-classe je vais créer et comment également je vais les hiérarchiser. Alors vous en avez qui viennent en tête. Il y a un article, hein, mais là c'est Marc qui vous en parlera, c'est le L643-8 qui nous donne déjà une hiérarchisation. Donc, est-ce que je peux aller créer, par exemple, dans certains dossiers qu'on a eus récemment à Lille, est-ce que je peux aller créer des classes de bailleurs ? Et comme ils ont le privilège du bailleur, ils sont supérieurs en termes de hiérarchie aux classes de créanciers chirographaires. Je reprends ce que disait M. Rossi ce matin, mes créanciers chirographaires, mes fournisseurs, sous réserve... Et je mets de côté la problématique de réserve de propriété, qui effectivement, eux, sont sortis de mes classes. Est-ce que je peux créer? Je pense que oui, mais c'est la pratique qui nous le dira. Est-ce que je peux créer des sous-classes de fournisseurs avec les fournisseurs dits stratégiques, qui ont un intérêt économique pour la pérennité de l'activité, et les fournisseurs qui seront donc qualifiés de non stratégiques? La question, ça va être derrière... qui répond à ça? Quel est le critère objectif vérifiable? Vous avez compris qu'il sera donné par le débiteur, à mon avis, hein, puisque c'est sur la pérennité du business. Et surtout, quelles implications ça peut avoir? Mais là, je ne veux pas parler trop et donc vous expliquer ce qu'on va donner après sur effectivement les modalités de vote. Donc, en fait, vous avez une énorme latitude laissée à l'administrateur sur, la constitution de ces classes, la hiérarchisation des créanciers, puisque cette hiérarchisation sera très importante dans ce que disait tout à l'heure Marc sur l'absolute priority rule. Ça va avoir un impact majeur. Et comme nous parlons de latitude laissée à l'administrateur, bien évidemment sous le contrôle du juge-commissaire et du parquet, puisque ces classes seront notifiées au mandataire, au parquet et évidemment au juge, ainsi qu'à chaque partie. La question, ça va être celle du recours. On en parlera après. Moi, ce que je peux regretter dans cette directive, c'est qu'effectivement, on donne un pouvoir central à l'administrateur. J'aurais aimé que le rôle du mandataire soit un peu plus valorisé, dans le sens où, effectivement, on parle de créancier, on parle de rôle de hiérarchisation et aussi de, quelque part, de répartition. Et on va revenir sur les valeurs in et out the money. Donc, effectivement, je pense que le mandataire aurait pu avoir un rôle un peu plus accru dans la constitution de ces classes avec l'administrateur. Mais ça, c'est tout à fait personnel. Marc, oui, moi c'est toujours pareil, hein, pour essayer de vous donner une illustration concrète de la façon dont ça va s'organiser. Il y a bien sûr l'approche textuelle par les sûretés, par les détenteurs de capital, par les autres créanciers, les sous-groupes, mais on peut le voir sous un autre angle. Parce qu'il y a une procédure de prévention qui précède la sauvegarde dans cette configuration-là. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans les procédures de prévention, la règle applicable, elle n'est pas écrite, elle est de fait. C'est une règle de marché que l'on applique tout le temps, c'est l'unanimité. Ça veut dire que si on est dans une salle de négociation aujourd'hui et que Laurent et moi sommes les mandataires ad hoc ou les conciliateurs, que Véronique est la débitrice, eh bien, et que vous soyez tous les prêteurs et certains d'entre vous les détenteurs du capital, vous allez discuter, négocier, mais il y a une chose dont nous sommes absolument persuadés, c'est que nous allons devoir trouver un point d'équilibre qui vous réunit absolument tous.
Absolument tous. Les dossiers dans lesquels l'un d'entre vous fait défaut dans le protocole de sortie se comptent sur les doigts de la main en France. Pour une raison très simple, c'est que toutes ces règles de place permettent d'avoir une forme de continuité dans un traitement homogène des dossiers partout en France, quels que soient les enjeux. Et c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus important que d'avoir une forme d'anarchie dans un positionnement individuel de tel ou tel acteur. Tel actionnaire ne souhaite pas rester, pas mettre de new money, ben non, si les autres veulent remettre, il faut, alors il accepte d'être dilué. Donc pas de sauvegarde. Telle banque ne veut pas remettre, elle est obligée de suivre. Sinon, elle s'en va. Et parce qu'aujourd'hui, c'est notre dossier, et puis demain, il y a un autre dossier. Avec Laurent et moi aussi, avec d'autres personnes. Et notre argument, c'est de dire que dans toutes les salles, quel que soit le jour de l'année, ça se passe toujours de cette façon, c'est-à-dire en allant rechercher l'unanimité. Sinon, vous conférez une prime trop importante à la minorité. Comme une minorité de blocage au capital, c'est exactement la même chose. Vous n'arrivez pas à surmonter l'obstacle du dernier petit prêteur qui, lui, va monnayer son dernier pourcent le plus cher possible. Il faut qu'il s'inscrive in fine dans la règle de l'unanimité. Parce que dans le dossier d'après, c'est lui qui est majoritaire et c'est son confrère banquier qui est minoritaire. Parfois, on n'y arrive pas. Mais alors, il n'y a pas de protocole, d'accord. En revanche, on a vu apparaître dans les négociations l'émergence d'un fait majoritaire. Comme en démocratie. On a vu apparaître à la surface de l'eau un bloc ou des blocs de prêteurs ou de partenaires qui sont prêts à accompagner l'entreprise. Et on a probablement pressenti qu'un bloc minoritaire, lui, se verrait presque prêt à se voir imposer la solution. Je crois que c'est comme ça que là, on bascule de la prévention avec un protocole de conciliation homologué vers une hypothèse de sauvegarde. Et donc, quand nous allons être dans les négociations, j'imagine que nos classes de créanciers vont être anticipées pour que l'on puisse, de ce fait majoritaire qui apparaît à la surface de l'eau, le traduire juridiquement par une décision de majorité, non seulement au sein des classes, mais même entre les classes maintenant. Donc, c'est une approche un peu différente, mais j'allais dire c'est la fin qui justifie les moyens. Notre fin, c'est d'aller chercher le plan, et donc les moyens, peut-être que la composition des classes le sera et constituera ce moyen de parvenir au résultat qu'on cherche. Et donc, comme ce n'est pas forcément une formule très naturelle, enfin en tout cas très agréable, la fin justifiant les moyens, voilà, il va falloir être très objectif dans la constitution de ces classes, pouvoir en défendre la composition, pouvoir en défendre éventuellement l'explosion, hein, quand on va en faire une classe de bailleurs, ou peut-être même au sein des détenteurs de capital, plusieurs sous-classes au sein des détenteurs de capital. Il va falloir qu'on puisse le défendre pour objectiviser cette décomposition du passif du débiteur, pour qu'in fine, on laisse le moins de part possible aux contentieux. Même si ceux-ci sont traités efficacement dans la loi, il faudra nécessairement que l'on approche sous un angle très objectif et le plus sécurisant possible la composition de ces classes, me semble-t-il. Donc effectivement, on comprend que la hiérarchisation des classes va être quelque chose de très délicat à réaliser et que tout compte fait, peut-être les critères objectivement vérifiables seront peut-être des critères plutôt subjectifs qu'objectifs. Vous vous adapterez en fait au cas par cas. Voilà, ils seront toujours subjectifs pour quelqu'un. Donc une autre difficulté peut se présenter avec l'obligation de respecter les accords de subordination. Alors là, on ne s'attardera pas trop longtemps sur ce point, mais l'article L626-30-3, deuxièmement, dispose désormais que la répartition en classe respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure, alors qu'auparavant, le texte permettait simplement de prendre en compte les accords de subordination. Alors, comme les mots ont un sens, je me suis demandé si justement ce changement sémantique n'aurait pas une incidence sur la nouvelle obligation de l'administrateur judiciaire et dans l'affirmative. Quelle est votre marge de manœuvre ? Alors, très rapidement, sur le cas des creditor agreements, finalement, le texte nous dit nous devons les respecter. Donc, ça nous facilite d'une certaine manière la hiérarchisation des classes. Et alors, pourquoi ce changement de vocabulaire, hein, pourquoi ces devoirs, c'est un peu l'objet quand même de la directive, de replacer le pouvoir laissé aux créanciers
mais pas à tous les créanciers, à certaines catégories de créanciers. Comment ça se passe sur un creditor agreement? On en parlait ce matin, du senior, du junior, voire du mezzanine. Là, très clairement, ça veut dire que le senior, il sera hiérarchisé et favorisé dans le cadre des classes et sera remboursé de meilleure manière ou aura un meilleur traitement que les créanciers juniors ou mezzanine. Et maintenant, ça s'impose effectivement à l'administrateur. Donc on peut quand même imaginer des contentieux et peut-être qu'en amont, on essaiera de construire des accords de subordination qui pourront peut-être être stratégiquement établis. Je ne sais pas. C'est une question en tout cas qu'on peut se poser. Et certains créanciers pourront peut-être dénoncer aussi une organisation de classe qui aura été conçue dans la perspective de l'obtention d'un vote pour faire valider un plan. Et se pose bien sûr inévitablement la question des recours que vous aviez juste évoqués à l'instant. Et ces recours sont-ils efficaces? Seront-ils nombreux à votre avis? Qu'est-ce que vous en pensez sur ces recours possibles? Est-ce qu'ils ne vont pas entraver votre travail et votre structuration surtout? Moi, juste un mot, Véronique, avant de parler des recours. Moi, je pense qu'on va pouvoir objectiviser la constitution des classes pour la raison simple qu'on passe d'un monde de l'unanimité où vous avez une forme, en tout cas au départ, dans les négociations, de prime à la minorité, clairement, mais que vous surmontez soit par la conviction, soit par le spectre d'une procédure collective. Et en réalité, dans le spectre de la procédure collective, vous avez l'atomisation totale qui est le plan de cession ou le redressement judiciaire, où vous avez un système démocratique où en réalité vous imposez à une minorité bloquante la loi de la majorité, la loi du plus grand nombre. Et je pense que la seule façon de le faire de manière objective, c'est de démontrer que ceux qui bloquent ne sont pas dans la monnaie. Voilà, et c'est aussi simple que ça. Et donc je pense qu'on va quand même réussir à objectiviser la constitution des classes. Alors, ce ne sera peut-être pas toujours le cas, parce que vous pouvez imaginer que quelqu'un qui n'est pas dans la monnaie soit favorable pour un plan, tandis qu'un autre qui serait dans la monnaie, il ne serait pas favorable. On pourrait imaginer ça. Mais généralement, si vous êtes dans la monnaie, vous avez quand même intérêt à ce que l'entreprise continue. Vous savez, c'est très pragmatique, hein, le monde des affaires. Quand vous avez financé, vous ne voulez pas perdre votre mise. Donc, si vous avez le sentiment que la stratégie est la bonne, que les chiffres qui vous sont présentés sont fiables et que les hypothèses qui les sous-tendent sont raisonnables, les prêteurs, ils sont là. Voilà. En revanche, les minoritaires qui, eux, ont tout perdu, peuvent jouer un rôle bloquant qu'il faut pouvoir surmonter autrement que par une procédure collective dure. Rapidement sur les recours, hein, c'était la deuxième question. Alors sur les constitutions de classes et modalités de vote, hein, dont c'est vrai, on ne vous a pas parlé, il faut rappeler quand même que 1, je constitue les classes, 2, je définis également les modalités de vote. Et les modalités de vote, ce n'est pas forcément le montant nominal de la créance ou le pourcentage de la créance par rapport à un total de passif. Là encore, on a une latitude de modulation des droits de vote. Alors les voies de recours, c'est assez simple. C'est dans les 10 jours... une toute partie affectée d'ailleurs, ou l'AJ, je ne sais pas pourquoi, mais bon, le débiteur, le mandataire, peut saisir le juge commissaire dans un délai de 10 jours à compter de cette notification. Le juge commissaire doit répondre dans les 10 jours. S'il ne répond pas dans les 10 jours, c'est le tribunal qui prend le relais et il a également 10 jours pour rendre son jugement. Si la partie affectée n'est pas en accord avec ce jugement ou cette ordonnance du juge, elle a un délai énorme de 5 jours pour saisir la cour d'appel, qui a un délai également très bref de 15 jours pour rendre son arrêt. Bon, donc vous avez compris, et ça je pense qu'on peut le saluer, c'est vraiment un effet de sécurisation et de célérité dans ces constitutions de classe. Je précise dernièrement, parce que je parlais de sécurisation, que le recours en cassation ou la tierce opposition ont été exclus contre ces décisions. Hein. Donc c'est vraiment célérité et sécurisation. Très bien, je vous remercie. Donc, dans la constitution des classes, vous avez évoqué la classe de détenteur de capital. Et tout à l'heure, Marc évoquait certains exemples dans lesquels, justement, la constitution du capital pouvait varier selon qu'il s'agissait d'une entreprise familiale ou d'une entreprise qui aurait des investisseurs extérieurs. Et dans cette perspective, une nouvelle disposition m'a interpellée. Et j'aimerais connaître votre sentiment et votre position sur ce texte nouveau. C'est l'article L626-32 qui transpose au demeurant le considérant 59 de la directive et qui s'intéresse aux PME.
En effet, il prévoit que lorsque l'entreprise a moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions, dans l'hypothèse où les détenteurs de capital se trouvent affectés par le projet de plan, ils peuvent, et là je cite, apporter une contribution non monétaire à la restructuration, notamment en mettant à profit leur expérience, leur réputation ou leur contact professionnel. Alors moi, je trouve ça formidable, parce que c'est vrai, le texte est quand même plutôt bien rédigé. Mais je m'interroge, parce que ce nouvel outil, je dis bien a priori, ressemble à s'y méprendre quand même à un apport en industrie. Alors ma question est la suivante. Pensez-vous qu'il s'agisse d'un apport en industrie? Est-ce que ça va être un outil utile pour maintenir la motivation des anciens dirigeants qui sont souvent des actionnaires majoritaires et qui sont affectés par le plan et qui perdent beaucoup dans l'entreprise? Quel est votre sentiment sur ce point et comment valoriser surtout ce nouvel outil dans les procédures? Alors oui, merci. Assez rapidement, on s'est pas mal questionné avec Marc effectivement sur oui, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un apport en industrie, effectivement. Enfin, c'est la définition qui est souvent donnée. Ce que moi j'en retiens, c'est que finalement c'est selon moi une arme anti-dilution dans les PME en dessous des TCS, mais donc les PME qui peuvent être de belle taille. C'est une arme anti-dilution généralement de l'actionnaire majoritaire qui est également le président ou le dirigeant de cette société et qui est également celui qui porte le business. Et l'idée, c'est que si effectivement vous avez des classes de créanciers où il y a une augmentation de capital en numéraire à laquelle il ne peut pas souscrire, eh bien vous avez cette possibilité qui lui est réservée par un texte spécifique. Et donc, si on applique par parallélisme donc cet apport en industrie, eh bien il aura une valeur d'action. Alors non pas par augmentation de capital, mais une valeur d'action qui sera égale à le plus petit apporteur en numéraire. Donc, arme anti-dilution pour moi du président actionnaire, celui qui a le cœur du business. C'est ce qu'on appelle la contribution non monétaire du dirigeant. Et là aussi, éclairage pratique. Bertie, je vous avais promis qu'on ferait que du pratique, on le fait. Dans les restructurations, tout n'est pas que financier. Tout ne se met pas sous forme de tableur. Tout ne se traduit pas dans un IBR. Ça va paraître étrange, mais quelquefois il y a des hommes qui comptent dans les entreprises. Et donc en réalité, ce qui sous-tend la fiabilité de vos chiffres dans votre IBR, c'est peut-être moins l'hypothèse que vous faites sur les délais de paiement de vos fournisseurs ou sur vos règlements clients, c'est plutôt la présence du dirigeant au capital et à la direction de son entreprise. Tout à fait déterminante, parce que précisément les hypothèses que vous faites dépendent de celui qui dirige l'entreprise. Ça se voit tout le temps, notamment quand l'entreprise est dirigée par son fondateur, très souvent. Et vous seriez surpris, je parle aux étudiants, pas ceux qui ont l'expérience de ces dossiers, vous seriez surpris de vous apercevoir que dans les restructurations, lorsque vous faites une réunion avec les banques et que le dirigeant dit « attendez, vous savez quoi, je vais aller voir mes fournisseurs et je vais leur demander 20 jours de plus. Et puis la prochaine réunion qu'on fixe dans 3 jours, je vous donne la réponse. » Il revient 3 jours après, il dit « c'est bon, j'ai 3 de mes 4 principaux fournisseurs qui m'ont donné 20 jours de plus. » Pourquoi ils le font, ces fournisseurs-là? Parce qu'ils ont confiance dans leurs partenaires. Et donc je crois que ce texte, il est fait pour ça. Alors il est réservé à des petites entreprises, parce que les seuils sont relativement faibles, mais il vient gratifier et reconnaître la valeur ajoutée qui n'est pas monétaire, qui n'est pas financière, de celui qui dirige l'entreprise et qui est capable, par sa valeur ajoutée, d'insuffler un rythme et une perspective favorable, sans laquelle il n'y a pas de restructuration. Tout ne se traduit pas par des restructurations, par des abandons de dettes, par des réétalements. Ça ne se traduit pas toujours. Et moi, je peux vous donner, je ne vais pas citer de nom, mais des grands groupes français qui sont passés sous le contrôle de banques, des prêteurs, eh bien, vous pouvez regarder, ce sont des catastrophes, parfois. Voilà. Et pourtant, la dette est restructurée. La dette est restructurée. Mais une fois que vous avez restructuré la dette, que vous avez converti une immense partie de l'endettement en capital, il faut quand même que vos bateaux flottent, livrent, que votre pétrole soit acheminé. Ça, il faut des dirigeants, il faut des hommes. Et vous remplacerez jamais les hommes, même par un IBR. C'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant et c'est bien aussi de prendre en considération la valeur intrinsèque du dirigeant qui est quand même le capital humain de l'entreprise
Et c'est peut-être heureux que cette disposition soit incluse. Alors reste après à savoir comment il sera rémunéré pour sa contribution. Semble-t-il, elle est gratuite là pour l'instant. Donc on verra comment la pratique la mettra à l'œuvre. Alors, les classes de créanciers de parties affectées sont obligatoires lorsque l'entreprise atteint ces fameux seuils de 250 salariés et de chiffre d'affaires de 20 millions ou 40 millions de chiffre d'affaires. Le texte ne reprend pas les seuils qui étaient prévus pour les comités, donc on augmente encore plus le seuil et donc corrélativement on restreint bien évidemment le champ d'application des classes. Mais néanmoins, pensez-vous que l'instauration de ces classes de parties affectées va être un outil plus efficace que les comités de créanciers qui existaient auparavant dans le cadre des restructurations que vous allez avoir à conduire? Alors, deux réponses à vos observations. La première, effectivement, les classes de parties affectées, les seuils sont plus hauts, mais je rappelle que comme pour les comités de créanciers, il y a la possibilité de saisir le juge pour les appliquer dans des procédures de plus faible taille, et qu'en sauvegarde accélérée, bien sûr, ils sont applicables quels que soient les seuils. Pour répondre à la deuxième observation, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qui va changer par rapport au comité de créanciers, je pense qu'il faut essayer de se questionner sur quels étaient les écueils de ces comités de créanciers. Et alors là, Marc complétera, hein, mais moi j'en ai vu 2 voire 3. Le premier, c'est que les comités de créanciers, vous en aviez 2 plus 1. Vous aviez les établissements de crédit, les principaux fournisseurs, et il y avait après l'assemblée des obligataires. Il fallait un vote de ces 3-là favorable pour que le plan passe. Donc, pour répondre à ce que disait Marc, il fallait finalement que les créanciers financiers et les détenteurs de capital soient alignés pour que le plan passe. À 2/3, certes, mais quand même une majorité de ces 2 classes de créanciers pour que ça passe. La deuxième, et ce qu'on a constaté pas mal dans la pratique, c'est finalement dans le comité des établissements de crédit, vous aviez toutes sortes de dispensateurs de crédit. Et quand je dis toutes sortes, vous aviez, comme vous le disait Marc, évidemment de la banque que je vais qualifier de classique, du fonds, mais vous aviez aussi du compte courant d'actionnaire. Et forcément, vous comprenez que les intérêts entre ces créanciers ne sont pas forcément alignés, bien évidemment. Donc, la réponse qu'on peut formuler, mais encore une fois très pratique, c'est que les classes de créanciers permettent effectivement de répondre à ces problématiques. En fait, on passe d'une répartition en fonction d'une nature de créance et non plus par qualité de créancier. Voilà. Ce n'est pas parce que désormais vous êtes banquier que vous serez dans une classe, vous avez compris, où il n'y aura que des banquiers. Voilà. Marc, tu veux commenter ? La vraie bascule, elle s'opère avec le dossier que tu évoques, Laurent, dans lequel on était confronté en conciliation à un blocage. On n'arrivait pas à trouver l'unanimité. Le dirigeant était un homme clé, pour le coup, totalement, fondateur de son entreprise, très grosse entreprise. Et en effet, comme c'était un fondateur, qu'il avait beaucoup de comptes courants, il avait mis beaucoup d'argent pour soutenir son groupe, on s'est posé la question de le faire voter dans le comité des établissements de crédit. Et je peux vous garantir que le réflexe des banques a été assez violent, parce qu'elles ont rapidement fait leurs petits calculs et elles se sont aperçues qu'avec son compte courant, ça sentait pas bon. Et puis finalement, on a été suivi, parce que comme disait Laurent, ce qui compte, c'est l'opération de crédit et pas la qualité du créancier. Bon, c'est un cas peut-être particulier, mais qui est finalement assez illustratif, qu'en effet, au sein d'un groupe, c'est pas forcément une identité totale que l'on attend de ceux qui le composent. Voilà, il faut faire preuve d'imagination parfois et se référer plus à l'opération ou à la nature de la créance ou à la nature de la sûreté que réellement à la qualité du créancier en tant que tel. Donc la constitution de classes de parties affectées risque quand même d'être un sujet épineux, peut-être source de contentieux aussi. Il faudra justement faire œuvre de persuasion et de stratégie pour atteindre vos objectifs qui sont, rappelons-le, d'avoir le plan et de pérenniser ce plan. De surcroît, il conviendra de tenir compte aussi des sûretés qui se trouvent attachées aux créances. Et là, nous attaquons le 3e et dernier volet de cette intervention. Mais je crois que nous allons être dans les temps, ce qui est quand même assez formidable. Et donc, je rebondis sur les sûretés. L'ordonnance donc, a été vue ce matin, donc on ne va pas s'attarder trop longtemps sur ce point. Mais il convient néanmoins, me semble-t-il, d'avoir le point de vue des praticiens de l'insolvabilité sur cette réforme des sûretés qui se trouve, vous l'avez compris, articulée avec la réforme des procédures collectives.
Donc les dispositions nouvelles et l'articulation entre le droit des entreprises en difficulté et le droit des sûretés répondent-elles à vos attentes? Oui. On va être dans les temps. J'ai raté mon train, alors je peux rester jusqu'à tard. Beaucoup de choses ont été dites ce matin, et donc pour éviter des propos inutiles, moi je vous propose, là encore, de mettre un éclairage sur 4 points particuliers, et toujours pareil, sous un angle pratique. Le premier, c'est la modification de l'article 622-21, qui est un des piliers du livre 6 du Code de commerce, puisque c'est l'arrêt des poursuites individuelles, l'arrêt des voies d'exécution. C'est un des 4 piliers de la discipline collective. Ce texte est amendé et enrichi. Amendé, ça vous aura peut-être échappé au grand 2, mais il est fait référence à l'arrêt des voies d'exécution sur les biens du débiteur. Ce qui veut dire que l'arrêt des voies d'exécution concerne non seulement les créanciers du débiteur, mais également ceux qui pourraient exécuter de force sur son patrimoine une créance dont ils sont titulaires, pourquoi pas à l'égard d'un tiers. C'est le schéma que développait ce matin Caroline Ouin. Un ajout ensuite au grand 4, qui est le pur produit de la pratique, puisque ce texte est enrichi d'une disposition qui prévoit la paralysie de ce qu'on appelle, nous en pratique, les clauses d'arrosage. C'est-à-dire l'accroissement de l'assiette de la garantie ou de la sûreté prévue contractuellement et déclenchée par un certain nombre d'événements qui surviennent dans la vie de l'emprunteur. C'est le dossier rallye, c'est le dossier casino, dans lequel, en fonction du cours de bourse, les banques retrouvaient dans leur gage un nombre de titres qui devait, toujours en valeur, permettre de respecter un ratio. De sorte que plus le cours baissait, plus le cours était shorté, plus la holding devait rajouter des titres dans le paquet, dans le basket, comme on dit, des sûretés. La loi opportunément dit que si on rentre en procédure collective, ces clauses d'accroissement, ces clauses d'arrosage sont paralysées, ce que probablement on pouvait déduire de l'ancien texte, mais enfin c'est mieux en le disant, donc c'est évidemment une très bonne initiative. Alors vous verrez, elle est organisée de façon assez précise, puisqu'on vise l'énantissement sur les titres au premier paragraphe du grand 4. Un certain nombre également d'autres instruments sont visés, avec, au troisième paragraphe, une exception qui concerne la cession d'AI, qui, elle, n'est pas concernée par cette paralysie. Pourquoi? Je passe sous le contrôle de M. Rossi. Parce que, précisément, l'instrument de crédit qui est d'AI devait être préservé parce qu'il finance l'exploitation. Il finance l'exploitation court terme. Et donc, si vous empêchez la clause d'arrosage dans ce cas particulier, en réalité, vous faites une mauvaise action, non pas à l'endroit du créancier, mais à l'endroit de l'emprunteur lui-même qui se trouve coupé de son approvisionnement en crédit court terme. Et donc, je pense que c'est vraiment une disposition qui est à la fois le reflet de l'échange permanent entre la pratique et le législateur, et d'autre part, une appréhension très technique des enjeux qui aujourd'hui sont présents dans nos dossiers. Donc, satisfecit total. Deuxième point, L622.7, R622.7. Ça, c'était, j'allais dire, un alignement entre la loi et le décret, puisque on prévoyait qu'en cas de cession d'un actif grevé de sûreté spéciale, c'est 622.8 même, la loi prévoyait la consignation d'une quote-part, tandis que le décret prévoyait la consignation du prix dans son entièreté. Et vous aviez une différence entre décret et loi, parce que, moi j'en avais le souvenir historique, parce qu'à l'époque, nous étions dit, on a un risque de ne pas consigner suffisamment, notamment pour des créances qui produisent des intérêts, lorsque ces intérêts ne sont pas arrêtés. Et donc, par prudence, consignons tout le prix, ensuite on verra, pour ne pas se retrouver finalement dans une situation pire, où votre quote-part est insuffisante pour couvrir le principal et les intérêts co. C'était ça la logique. Bon.
Et donc, mais simplement, on avait quand même une opposition entre le texte réglementaire et le texte légal. Bon, là, le législateur et le rédacteur du décret ont pris la mesure, c'est la loi qui l'a emporté, et donc le décret s'est aligné sur la loi, on est revenu à la consignation d'une quote-part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même que comme le prix est indisponible pendant la période d'observation et qu'il est distribué par le commissaire d'exécution du plan, il faudra quand même que dans la détermination de notre quote-part, et croyez-moi, ça nous arrive souvent, nous soyons prudents pour intégrer non seulement le principal, mais également les intérêts, et donc nécessairement anticiper le moment de la répartition. Et la valeur qui sera servie aux créanciers dans cette répartition, qui encore une fois n'est pas nécessairement 100% de la valeur de la créance. Très loin de là. Puisque vous pouvez avoir une créance de 100 et avoir un prix qui ne vient pas, en rang utile, servir 100% du montant de votre créance. Donc vos intérêts courent, y compris après la distribution L600 22-26, L600 22-26, c'est ça, c'est ce texte sur la répartition. Donc là, pareil, très belle, enfin, je pense une belle harmonie et un point à saluer. Troisième point, la déclaration de créance des, moi je les appelle créanciers, des créanciers qui ont avec le débiteur non pas un lien personnel de créance, mais un lien réel. Et donc, ce sont des schémas qu'on rencontre aussi très souvent en pratique, où vous avez une filiale, par exemple, qui se porte garante réelle des engagements d'une de ses sœurs, d'une de ses filles, d'une de ses, voilà, c'est la même chose pour la mère, quand elle donne en nantissement les titres de participation, par exemple, pour les dettes d'une filiale. La question s'est posée de savoir si ces créanciers devaient déclarer. Ben, vous avez rappelé, Véronique, que j'étais un promoteur de l'effet réel. J'ai toujours considéré qu'il fallait qu'il déclare, pour la raison simple que la déclaration est absolument nécessaire pour permettre une distribution. Parce que il ne peut pas y avoir de distribution sans déclaration. Pourquoi il ne peut pas y avoir de distribution sans vérification? Et donc, en pratique, non seulement c'est théorique, évidemment, non seulement c'est théorique, mais c'est également pratique. Comment distribuer en sécurité à un créancier qui n'a pas été vérifié? Et donc, moi, c'est la question que je posais à la Cour de cassation quand on a fait le fameux colloque à la Cour de cassation il y a 4 mois ou 5 mois, à l'été, avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui est venue dispenser ces créanciers-là d'avoir à déclarer à la procédure collective du débiteur réel. Et je me souviens très bien de dire à Jocelyne Valençon, mais je ne sais pas comment je distribue à ce créancier. Il ne passe pas par le fil de la vérification. Alors, s'il ne peut pas déclarer, donc c'est moi qui vais, enfin je ne sais même pas d'ailleurs, parce qu'il va exécuter sur le patrimoine, j'imagine, de manière anarchique. Sincèrement, c'est évidemment pas la bonne solution, ni théorique ni pratique, et elle n'est pas en ligne non plus avec la jurisprudence de la Cour de cassation sur les créanciers personnels du conjoint de bonus, qui eux sont soumis à la discipline collective et qui sont, je pèse mes mots, exactement dans une situation similaire à ceux dont on parle. Donc vous aviez une distorsion de jurisprudence complète, puisque d'un côté, les créanciers personnels du conjoint de bonus qui ne sont pas plus liés aux débiteurs en procédure collective par un lien personnel que ceux dont on parle, eux doivent déclarer. Pour une raison très simple, c'est qu'ils ont vocation à prendre un dividende sur les biens communs qui, eux, sont compris dans la procédure collective. Ils ont un lien réel, ils doivent déclarer, ils participent à la distribution sur le prix de vente des biens communs. Eh bien, fort opportunément, l'article 622-25 prévoit que la déclaration porte sur le montant de la créance du jugement d'ouverture avec les sommes à échoir et les échéances. Il précise la nature de l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. On doit donc en déduire qu'il faut déclarer lorsqu'on est un créancier réel du débiteur, lorsqu'on est lié à lui par une créance propter rem, liée à la chose. Le 622-33 et 622-34 reflètent la même chose. Ce matin, Florence disait que c'était un alignement sur le régime de la caution pour le recours personnel. Le texte prévoit, pour ceux qui le liront, que ces créanciers peuvent déclarer, mais quand vous reliez ça au 622-25, je pense que c'est une obligation. Alors, pas pour les cautions qu'obligées, puisque le texte prévoit que c'est pour le recours personnel, donc je me suis fait confirmer ça par M. Rossi. Pour le recours personnel, s'il n'est pas déclaré, à la limite, c'est une faculté, demeure le recours subrogatoire, qui lui a été opéré, enfin sera préservé par la déclaration du créancier lui-même. Mais en revanche, pour la dernière partie du 622-34, c'est pour ceux des créanciers qui ont un lien réel avec le débiteur. Pour cela,
Par définition, ce n'est pas un recours personnel, c'est le seul recours qu'ils ont, c'est l'exécution sur le patrimoine. Pour cela, il faudra qu'ils déclarent. Et ça, je pense qu'on peut le déduire du 622-25 sans difficulté. Donc moi, je ne peux pas vous dire que je suis contre cet aménagement qui, évidemment, est pour moi tout à fait salvateur. Dernier point, le 642-12, c'est Frédéric Vovidet qui l'a évoqué. Très grande innovation pratique, à saluer là aussi, parce qu'on était vraiment dans une impasse pratique forte. Pourquoi ? Parce que cette disposition tout à fait exceptionnelle qui permet un transfert de la charge de la dette automatique, légal, c'est un des seuls cas où il y a un transfert de la charge de la dette à quelqu'un qui n'a pas souscrit cette dette dans le droit français, et qui était une faveur faite par le législateur en 1994, après la loi de 1985. Cette faveur avait pour nous une véritable complexité pratique. Pourquoi ? Parce que lorsque nous allions en plan de session devant nos tribunaux, nous tenions compte, bien entendu, du transfert de cette charge au cessionnaire. Pour faire quoi ? Pour calculer la quote-part que le tribunal doit fixer au titre de l'alinéa 1er du 642-12 pour ces mêmes biens, pour ce même bien qui est grevé de sûreté spéciale. Donc vous aviez une articulation à opérer entre les échéances qui sont transférées au cessionnaire et celles qui, d'une certaine façon, restent dans le passif de la liquidation judiciaire et qui relèvent de l'alinéa 1er. Et c'est ce qu'on faisait. On faisait un somme totale, moins les échéances à échoir, égale l'alinéa 1er, d'une certaine façon. Alors, modulo la valeur de l'actif, le prix de cession payé, l'évaluation pour l'alinéa 1er susceptible d'intervenir, mais c'est comme ça qu'on fonctionnait. Mais on savait que ça n'allait pas, pour une raison très simple, c'est que, comme l'a rappelé Frédéric Vovidet ce matin, il n'y avait pas de libération du cédant. Le cédant n'était pas libéré. Et donc, si nous avions une défaillance, un défaut du cessionnaire, nous savions que notre alinéa 1er n'était pas objectivement bien calculé. Bon, aujourd'hui, la chose est réglée. La chose est réglée puisque le cédant est libéré. On peut donc parfaitement faire notre soustraction et avoir un alinéa 1er pour la quote-part qui tient compte des échéances à échoir qui, elles, doivent être soustraites de la valeur globale du bien. Donc ça, je pense que c'est une excellente chose et ça permet d'avoir finalement une forme de sécurité juridique dans l'allocation de la répartition du prix lorsque celle-ci est nécessaire dans le cadre des plans de cession. Et là encore, c'est très pratique, c'est systématique et ça va beaucoup nous aider. Merci beaucoup de cet éclairage. Donc, il reste une dernière question qui nous amènera à cette conclusion. Quelque chose me heurte, comme malgré tout, dans cette réforme. On sait qu'avant, les choses étaient assez simples. On avait d'un côté l'administrateur judiciaire qui représentait le débiteur et ses intérêts. Et puis de l'autre, on avait le mandataire judiciaire qui représentait les créanciers et leurs intérêts. Moi, personnellement, ça me convenait. Cette dichotomie me semblait simple. Et les choses se compliquent puisque maintenant, visiblement, l'un et l'autre peuvent exercer les mêmes fonctions. Alors, l'intérêt collectif des créanciers, dont le mandataire judiciaire assure la défense, est quand même une notion centrale des procédures collectives qui détermine justement le monopole d'action du mandataire judiciaire. Et cette notion vient heurter les nouveaux concepts qui ont été évoqués précédemment, parmi lesquels réside le meilleur intérêt, qui a été vu à maintes reprises aujourd'hui, ou encore cette fameuse communauté d'intérêt économique suffisante. Alors, la question que je voudrais vous poser, là, pour le coup, à tous les deux, n'y a-t-il pas un paradoxe à confier à l'administrateur judiciaire la responsabilité de la constitution des classes de créanciers, tandis que le mandataire judiciaire a toujours seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des collectifs des créanciers? Alors, qui commence à répondre ? Je vais commencer. Merci de nous opposer en cette fin de... Alors déjà, juste une précision, nous n'avons pas les mêmes missions. La seule procédure où on peut avoir les mêmes missions, elle est tout à fait récente, c'est la procédure de traitement de sortie de crise. Sinon, vous avez un AJ et un MJ. C'est compliqué de... Je ne pense pas qu'il y ait un paradoxe à ce que ce soit l'administrateur judiciaire qui prépare le plan. Et la réforme dit le plan affecte les créanciers. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas les créanciers qui affectent le plan. Le plan est préparé et il affecte les créanciers. Je suis d'accord. Ouais. Mais le plan en lui-même est préparé par le débiteur avec l'assistance d'un administrateur judiciaire et les classes sont préparées en ce sens.
Voilà. Donc, que ce soit l'administrateur qui s'occupe de cela, je ne vois pas pourquoi il y aurait un paradoxe. Et le rôle du mandataire, par contre, est toujours là. En sauvegarde accélérée, vous avez un mandataire, et en sauvegarde et en redressement judiciaire classique, évidemment, il y a un mandataire également. Donc, je pense qu'on est plutôt complémentaires, et je ne vois pas de paradoxe. Mais peut-être que je prêche pour ma paroisse. Je vais voir ce que va dire mon confrère. Bon, sur le plan professionnel, on est, j'allais dire cousin, mais pas du tout. On est frères, ou je sais pas, ou siamois. En tout cas, j'ai la faiblesse de le penser. Bon, alors peut-être qu'il faudra que tu me formes pour reprendre. Tu vas parler fusion, là. Non, mais on est quand même très proches dans notre ADN. Donc la fusion, si elle n'est pas opérée, à mon avis, ne l'est pas pour des raisons de qualité professionnelle ou technique. À mon avis, c'est pas ça du tout. C'est pour des raisons de vision des intérêts en présence et de défense de ces intérêts. Ce qui me semble être la vraie clé de lecture de la bicéphalité française. Moi, je pense que la constitution des classes, c'est un cadeau empoisonné. Donc, n'allez pas croire du tout que les mandataires judiciaires la revendiquent. Hein. C'est pas du tout le cas. En revanche, si on fait abstraction de la patate chaude, moi, je me disais que dans la perspective d'un contentieux sur les classes et sur leur composition, il m'aurait paru plus naturel et plus objectif que ce soit le représentant de ceux qui sont classés qui composent ces classes. C'est comme ça que je l'aurais vu, puisque par définition, l'administrateur, lui, assiste le débiteur, et donc peut-être que le reproche qui pourrait être fait, c'est que celui qui est aux côtés du chef d'entreprise a constitué des classes dans l'optique de présenter le plan. Ce reproche ne peut pas être fait, à mon avis, aux représentants des créanciers parce qu'ils les représentent et qu'ils n'assistent pas le débiteur. Voilà. Ceci étant dit, je reviens, nous n'en voulons pas forcément. Je pense qu'on doit terminer rapidement, donc je ne vais pas polémiquer outre mesure. Bon, nous rappellerons que nous sommes frères. Voilà, c'est un beau mot de conclusion. Et donc pour terminer, justement, les procédures amiables, on l'a vu, on l'a dit, constituent le présent et l'avenir de la restructuration des entreprises en difficulté. La clé du succès de la réforme, donc, me semble-t-il, passe par la prévention, hein, ça a été dit. L'introduction en droit français de nouveaux concepts familiers aux professionnels de l'insolvabilité, le changement de paradigme opéré par la transposition de la directive invite donc à l'humilité. Cependant, ils incitent aussi les praticiens de l'insolvabilité sur lesquels pèse le succès de la mise en œuvre de la réforme à se montrer inventifs et audacieux. À vous donc de réenchanter le rêve et de nous faire passer du droit de la faillite d'hier au droit du restructuring de demain. Merci. Oui, je vous remercie. C'est notre faute à tous. On a commencé ce matin avec beaucoup de retard. Je remercie du coup les derniers intervenants, mais je vous remercie aussi d'être restés jusqu'au bout. Et il y avait un rapport de synthèse que je vais vous préparer, mais qui sera publié dans la revue de janvier certainement 2022. Donc n'hésitez pas à vous procurer les actes du colloque pour en lire la contenance. Je vous remercie à tous et vous souhaite une très bonne soirée.